Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Comme Désiré. Aujourd'hui, nous allons parler de set time out, clear time out et aussi du hook use reducer en React. Sans tout tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Dans la dernière leçon, nous avons vu comment on pourra gérer la vérification approfondie du formulaire. Et la dernière fois, nous avons pu gérer tout cela. Nous avons pu gérer tout cela avec les 5 use states qu'on avait créés. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons utiliser, nous allons comprendre pourquoi à ce niveau, lorsqu'on avait mis les ici en dessous, ok, ici, lorsqu'on avait mis ici et aussi là, on va comprendre que avec les use state, il n'est pas plus, on pourra faire plus simplement en utilisant les use effects pour pouvoir représenter ce même code qui est exécuté. Donc du coup, ce qu'on pourra faire dans un premier temps, on va créer un use effect. Donc du coup ici, on va ajouter un use effect. On va dire use effect. On ajoute un use effect. On le copie. On vient à l'intérieur. On va venir loin en bas. Ici maintenant, on va, ou bien on peut venir ici en haut, ça ne dérange pas. Mais moi, je vais venir ici. Je vais venir ici. Ok. À ce niveau, on va mettre use effect. Et il faut savoir que le use effect, il prend deux paramètres. Le premier paramètre, il prend le premier paramètre qui appelle une fonction. Et à l'intérieur, on va mettre nos codes qu'on aimerait bien exécuter. Et le deuxième paramètre, c'est les paramètres de condition, ou bien les paramètres qui effectuent, les paramètres qui sont modifiés à chaque fois que le use effect est exécuté. Donc ici on va appeler un appel, une fonction d'appel. À l'intérieur, ici, à l'intérieur, on va venir copier ce code, ce bout de code. On va le copier. On va venir le mettre ici. Les event.target, on va enlever cela. On va plutôt remplacer par la vraie valeur. La vraie valeur ici en dessous, au-dessus autant pour moi. Ici on a MDP, donc ici c'est EML. On va copier EML. On va venir mettre ceci. On va venir mettre ceci. Donc, ce code dépend de deux variables qui sont EML et MDP. Donc ici on va venir mettre une virgule et on va créer un tableau. Ce tableau va prendre deux variables, le EML et le MDP, vu que ce seront les valeurs qui seront mises à jour. Et notre MDP. Ok. Ici, on va mettre ceci en commentaire, vu qu'il ne va plus nous servir. Pareil pour ici, on va mettre en commentaire. Maintenant, on va revenir sur notre code. On va relancer, on va actualiser. On va essayer de remettre nos informations pour voir s'il fonctionne. C'est ça, et on va remettre 1, 2, 3, Werto. Et lorsqu'on soumet le formulaire, on dit incorrect, je vais venir copier plutôt le mot de passe au lieu d'écrire ça moi-même. Ici, on va venir copier cette information. On va plutôt recoller ici. On voit bien qu'il fonctionne à merveille. Et si on vient regarder au niveau... Ok, on voit qu'il fonctionne. Et si on vient regarder au niveau de inspecter, ok, au niveau d'application, puis au niveau de local storage, on voit qu'il a créé notre données auquel on avait effectué un local storage.getItem, ou du moins un setItem qui nous affiche ici là. On va supprimer cela. Maintenant, on voit bien que avec le use effect, on a pu regrouper le même code qui se retrouvait de part et d'autre. Maintenant, il faut savoir que
le set time out qu'on va utiliser et le clear time out, ils sont très importants dans la mesure que lorsqu'on effectue lorsqu'on remplit des informations dans des champs, ou du moins dans notre formulaire, en utilisant le use effect ou encore le use state, chaque valeur qu'on va écrire, il va être récupéré dans un vrai formulaire ou bien dans une requête. Lorsqu'on effectuera dans l'avenir des requêtes front-end et lorsqu'on effectuera dans l'avenir des interconnexions entre un back-end project et un front-end project, on remarque qu'en utilisant cette façon, il va envoyer pour chaque caractère les données qu'on a écrites dans le champ et le vérifier dans la base de données. À la limite, ça peut non seulement surcharger la base de données et en même temps créer, ou bien du moins les ressources seront beaucoup plus utilisées, qui va causer un ralentissement au niveau du processus. Donc du coup ici on va utiliser le clear time out et le set time out. Le set time out va permettre de donner une durée à laquelle on aimerait récupérer les informations à un certain moment lorsqu'on aura validé. Et aussi le clear time out va supprimer l'ancienne donnée qui a été écrite. Je prends par exemple, si dans le set time out on a donné ces informations que vous voyez, puis on a donné un temps de 500 millisecondes, ça veut dire que lorsqu'on va écrire, c'est 500 millisecondes après qu'on ait fini notre première écriture qui sera récupérée. Et lorsqu'on va clear le time out du set time out là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer l'ancienne donnée pour ne pas réeffectuer la même requête en prenant en compte la nouvelle requête qui arrive, qui va permettre d'actualiser en quelque sorte le projet et qui est très bénéfique pour les ressources, vu qu'il permet de les libérer et rendre le projet assez plus rapide. Donc du coup, on va venir au niveau de notre inscription.js. À ce niveau, on va venir à l'intérieur de notre use effect. À l'intérieur de notre use effect, on va donner un set time out. Il faut savoir que le set time out, il prend deux paramètres. Il prend le paramètre de la condition de notre code, là où on veut effectuer là où on aimerait effectuer les divers codes pour pouvoir effectuer un certain résultat. Et le deuxième paramètre, c'est le temps auquel il doit être affiché à l'écran. On va prendre un exemple. Ici, je vais mettre un set time out. Un set time out. Et à l'intérieur, il prend une fonction d'appel. Donc, on va mettre ceci, on va ouvrir, on va écarter. On va couper ce code-ci. On va le mettre ici à l'intérieur. Vous allez remarquer un truc. On va coller ici à l'intérieur. Et ici, on va venir mettre... Il faut savoir que le deuxième paramètre, il est en millisecondes. Si je mets 500, ce sera 500 millisecondes. Donc, on va mettre 500 ici. On va venir mettre à l'intérieur ici un console.log. Console.log affiché pour voir ce qui se passe. On a supprimé la donnée qui se trouvait dans notre HTTP local storage. On va actualiser. Ok, ça nous ramène ici. On va actualiser. Il ne nous affiche plus notre code habituel. On va essayer de voir pourquoi. Il n'y a même plus le code pour... Non, il y en a. Il faut venir à la gauche. Ok. Voici notre formulaire. On va ouvrir notre inspecter. Au côté d'inspecter, on va venir sur la console. On vient sur notre console. Et à l'intérieur de la console, vous voyez que au départ, il nous affiche affiché. Il nous affiche affiché pourquoi? Parce que le use effect affiche la première fois l'information qui est donnée. Au départ, le email et le NDP sont vides. Donc il nous affiche affiché. Lorsqu'on va remplir les informations, peu importe où, lorsque je vais remplir ici,
Vous observez qu'il a pris un certain temps. Regardez, je vais essayer de changer. À la place d'afficher, je vais plutôt mettre... On va plutôt mettre... je vais dire MDP, tout simplement. On va plutôt donner MDP. Ok. On va réactualiser. Ici, on va mettre... Regardez, il prend 500 millisecondes avant d'afficher. Ici, on va changer. On va augmenter le temps. On va mettre 5000. On va actualiser. On va écrire. Vous observez, il prend 5 secondes avant d'afficher les informations qu'on a données. Je vais essayer de diminuer parce que 5000 c'est un peu trop. On va mettre 1500. On va actualiser. Ici, si j'écris un caractère, il a pris 1,5 secondes. 1 seconde et demie pour nous afficher le premier caractère. Il prend 1 seconde et demie pour nous afficher la deuxième fois. Mais regardez, il nous affiche 2 fois les éléments. Lorsque je vais écrire un O, ça va m'afficher encore JIO. Qui a un problème? Nous, on veut que ça efface ce qu'il a d'abord écrit à ce niveau. Et il nous affiche rien que la valeur qui est actualisée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de notre... Et à ce niveau, on va lui déclarer, on va donner un let ici. On va dire un let actualisation. Let actualisation. Et le let actualisation, on va le copier. Ici à l'extérieur, on va donner une fonction de return. Et la fonction de return, il crée une fonction d'appel. Et dans cette fonction d'appel, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre un clear timeout. Clear timeout. Et à l'intérieur de ce clear timeout, on vient copier l'actualisation. On copie et on met ça dedans. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est que au début, c'est cette fonction qui est exécutée. Et lorsqu'il est exécuté, le use effect va se lancer pour sa première fois. Et lorsqu'on va écrire les informations à l'intérieur, il va afficher la deuxième fois l'information. Et lorsqu'il affiche la deuxième fois l'information, la première information de ce let actualisation qui donne la première information sera supprimée. Donc du coup, on n'aura plus ce qu'on voyait, tout ce bloc d'informations, si on n'aura plus ça. Si on actualise, on vient réécrire. Vous voyez que on va diminuer le temps pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. On va mettre ici peut-être 300 millisecondes pour qu'on puisse vite avoir les informations. On va réécrire. Vous voyez que il ne nous affiche plus J et JK. Et si je mettais encore, je mets JKL, il ne nous affiche plus J, JK, JKL. Vous voyez un peu. Il nous affiche rien que la valeur actuelle. Si j'ajoute un autre élément, il ne nous affiche que la valeur actuelle. À ce niveau, donc on va réactualiser pour que vous voyez. Vous avez vu, il ne nous affiche rien que la valeur actuelle. Il ne nous affiche plus les H, J, K, L, comme on a pu voir. On va enlever pour que vous puissiez encore mieux comprendre ce que je suis en train de dire. On va mettre ceci en commentaire. Regardez. Regardez ce qui va se passer. Tous les caractères que je vais écrire, il va me sortir en ajoutant. Vous voyez? C'est pas ce qu'on veut. On veut que lorsque l'utilisateur est en train d'écrire, il garde, il supprime tout ce qui est en train d'écrire en fonction de la période qu'on a donnée qui est 500 millisecondes. Et lorsqu'il va arrêter d'écrire, c'est la dernière valeur à laquelle il s'est arrêté qui va être affichée à la console. Donc du coup, je pense que 300 millisecondes c'est quand même petit. On va mettre ici 1500 millisecondes, c'est-à-dire 1,5 secondes. Ou bien je peux mettre 1000 millisecondes, c'est mieux. À ce niveau, on va actualiser encore et on vient écrire. Vous avez... attendez un peu. Ah, j'ai pas actualisé ici. J'ai pas... Il faut décommenter cela. Maintenant, on va réessayer. Vous avez vu, il m'affiche rien que l'information qu'on voit ici. Il ne m'affiche plus tout ce bloc
qu'on voyait tout à l'heure. C'est un peu à quoi ressemble le set time out et le clear time out. Ce que nous allons voir maintenant, on va essayer d'utiliser un petit exemple pour mieux appréhender les use reducer. Après avoir fait ce petit exemple pour exprimer ou bien pour montrer comment le use reducer fonctionne, on va appliquer maintenant le concept du use reducer dans notre fonction, dans notre projet. Donc à ce niveau, on va venir créer à ce niveau, on va venir créer un reducer, tout simplement. On va créer reducer et on va créer un fichier. Un fichier qui va s'appeler reducer.js. Ok. Il faut le mettre à l'intérieur de reducer. Il est à l'intérieur. On le déplace. Ok. À ce niveau maintenant, on va créer juste notre code ici. On va mettre en commentaire dans le app.js. Et ici, on va créer deux boutons et le span qui va contenir la zone à modifier. Ici, on va importer React. Importer React from React. Puis, on va créer notre fonction. La fonction s'appelle, on va modifier ici, excusez-moi. On va mettre ça en majuscule. Ici, on va mettre en majuscule. Là, on va créer notre fonction reducer. À l'intérieur ici, on va l'exporter. On a oublié de mettre default. On va venir copier, on va venir l'ajouter dans inception.js. Non, excusez-moi, dans app.js. Ici, on va le mettre, on va mettre ceci en commentaire. Puis qu'on veut utiliser, on veut montrer par un exemple comment on peut utiliser le reducer. Puis on va venir dans notre projet pour faire cela. Donc ici, on va créer notre reducer. Vu qu'on a exporté, il va nous importer ceci. Si pour vous n'arrivez pas à importer directement, vous venez réécrire ceci et vous venez mettre à ce niveau. Ok. Maintenant ici, moi j'ai pas envie que ça soit long comme ça. Donc je vais venir directement mettre un anti-slash. Ok. On va laisser ça comme ça. Maintenant ici, on va venir dans notre reducer.js. On va venir créer ici un react.fragment. React.fragment. On a oublié de mettre ça dans les accolades. Dans les prochains, autant pour moi. Ici, on va venir écrire notre code. On va mettre bouton. On va mettre bouton. On va copier. On va coller. Et ici, on va mettre un span. On va créer une div. À l'intérieur de cette div, on va couper ceci. On va couper ceci. Ici, on va donner un class name. Non, on va pas donner de class name parce que je n'ai pas envie de créer un CSS. On va tout simplement gérer ici avec un style. Ok, on va ajouter une autre accolade. Et à l'intérieur ici, on va, parce que quand on va regarder, on va actualiser. Il ne sort pas. Ouais, j'ai pas mis un return. On va mettre un return ici. Ok, ici on va mettre un plus. Là on va mettre un plus. Là on va mettre un moins. Et ici on va mettre 0. Ok, mais nous on veut centrer à ce niveau ici. On veut centrer ça ici. Donc on va un peu essayer de modifier sa position. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir écrire ici. On va donner un style. On va donner un margin. On va donner un margin. Le top, on veut une distance de 150 pixels. Excusez-moi, c'est dans les crochets. On va donner
une séparation du haut de 150 pixels. Le deuxième paramètre, c'est la droite. Pour la droite, c'est 0. Pour le bas, c'est 0. Et pour la gauche, on va donner 45%. On donne 45%. On regarde le rendu. On va actualiser. Ok, ici c'est pas mal. On va essayer de plus de 100. On va mettre 250 ici. On pense que ça sera ok. Là c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on veut faire avec le use reducer, on veut que lorsqu'on clique ici, on a déjà dû voir ça avec le use state. Lorsqu'on cliquait ici avec le use state, ça incrémentait. Et lorsqu'on cliquait ici avec le use state, toujours ça décrémentait. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Ici, on va utiliser le use reducer pour effectuer le même concept. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le use reducer, on va importer le use reducer. On va importer le use reducer. Maintenant, comment le use reducer fonctionne? Le use reducer, lorsqu'on déclare, il prend la déclaration, c'est comme les use state qu'on a vu. La déclaration, c'est un tableau. Le tableau, la première valeur, c'est la variable à modifier. La deuxième valeur, c'est la variable dispatchée. Il sert à quoi? Il permet de pouvoir indiquer la fonction qui sera dans le use reducer pour indiquer que c'est en fait là-bas que les modifications vont être effectuées. Pour mieux comprendre cela, on va une fois faire l'exemple. Ici, je vais dire un let. À l'intérieur de ce tableau, de ces crochets, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ma variable. La variable en question, on va dire variable. On va donner tout simplement variable. Ou bien on va donner nombre. Pour que ça soit plus clair, on va dire nombre ici. La deuxième variable, c'est la variable qui va être un pointeur sur la fonction pour indiquer dans je vais prendre ça. Le deuxième paramètre qu'on va mettre ici, c'est le paramètre qui va pointer notre fonction qui sera dans le use reducer, qui va effectuer des modifications en fonction de la fonction qui va se trouver dans la balise qu'on aura mis pour pouvoir effectuer des modifications qui vont impacter la fonction qui se trouvera à l'intérieur de ces balises. Pour faire ça, on va mettre un dispatch nombre. On va dire dispatch nombre. Le dispatch nombre, on va dire sera égal à use reducer. Le use reducer s'y prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la fonction à laquelle le dispatch nombre va faire un pointeur là-dessus. On va dire ici nombre, on va l'appeler nombre fonction. Tout simplement. Nombre fonction. Ne vous inquiétez pas s'il est en rouge parce qu'on ne l'a pas déclaré. Le deuxième paramètre, on va mettre ici le deuxième paramètre un objet. Pourquoi? Parce que le nombre en question, dans d'autres projets, vous pouvez remarquer que le nombre, il peut avoir 3 valeurs, 4 valeurs, et ainsi de suite. Dans notre cas, il aura juste une valeur, mais vous pouvez tout simplement mettre 0 ou 1 ou peu importe. Mais dans mon cas, je veux utiliser l'objet et garder cette synergie. Comme si on créait un projet et on faisait les use reducer. Donc ici on va créer un objet. L'objet qu'on déclare, on va dire ici custom nombre. Et ici qu'est-ce qu'on va dire? On va donner au départ la valeur de 0. Le custom nombre aussi, on donne ça comme 0. Comme ça, lorsqu'on sera, ne vous inquiétez pas s'il y a l'erreur, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on sera ici, le 0-ci, on va mettre notre valeur ici pour qu'il ait 0 au départ. Et lorsqu'on va cliquer, il va effectuer des modifications ainsi, même pareil pour ici. Donc, le custom nombre, pour pouvoir avoir le custom nombre, il faut savoir que c'est le nombre point custom nombre qui va représenter cette valeur-ci. Si vous mettez tout simplement custom nombre ici, il ne va pas donner, il va nous afficher l'erreur parce que c'est le nombre
qui a ce paramètre. Et c'est, pardon, qui a ce paramètre. Et c'est ce paramètre-ci qui a cette valeur. Donc, pour arriver à ce 0, il faut pointer d'abord nombre, point custom nombre, pour avoir cette valeur. Donc ici, on va mettre nombre, point custom nombre. Ok. Maintenant, on va réactualiser. Ne vous inquiétez pas pour l'erreur. Je vous ai dit qu'on n'a pas encore créé la fonction. C'est pour ça, ici on n'a pas encore créé la fonction. C'est pour ça qu'il nous dit il n'est pas défini. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'affiche pas, c'est pas. On va créer la fonction. La fonction, on va la créer à l'extérieur de notre fonction qu'on exporte. En fait, la raison pourquoi on fait cela, c'est parce que la fonction nombre fonction, cette fonction-ci, il ne possède pas des états. C'est-à-dire, il ne possède pas voici un état, voici un état. Il ne possède pas un état. Et c'est la fonction pointeur qui indique la modification. C'est la fonction qui est pointée par le dispatch nombre. C'est pour ça que le nombre fonction, ou cette fonction-ci n'est pas à l'intérieur de fonction réduisable. Tout simplement parce qu'il n'a pas d'état. Donc ici, on va mettre à l'extérieur de notre fonction qu'on exporte. La fonction qu'on exporte, c'est réduisable. Donc, ne le met pas à l'intérieur de notre fonction réduisable. Il est à l'extérieur. Donc, on va écrire fonction. On va venir copier notre fonction. C'est nombre fonction. On le copie. Excusez, on va mettre ici et on colle. Pour l'instant, on va rien écrire à l'intérieur. On veut d'abord voir si le nombre aussi sort. On va actualiser. On observe que le 0 sort. Si je viens ici et je mets à ce niveau, même 2. Si je mets même 2, on actualise. Vous observez que c'est le 2 qui sort. Donc c'est la fonction, c'est l'état, c'est cette variable qui est affichée. Et quand on a dit que pour obtenir ce 2, il faut d'abord pointer ce nombre, point le custom nombre. Parce que l'objet-ci, il appartient en fait à ce nombre. Et on a déjà vu dans les vidéos précédentes que lorsqu'on a un objet et on a cette variable, c'était dans le use state qu'on avait fait cela. On pointe directement sur le nombre point custom nombre ou bien nombre point la variable qui devait être ici pour avoir sa vraie valeur. C'est la même chose dans ce cas. Donc ici on a pu avoir la valeur, ici on va mettre 0. Maintenant on va appliquer le concept de incrémentation et décrémentation. Donc on va mettre ici, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, on va dire ici incrémentation. Incrémentation. On va dire incrémentation. Non, excusez-moi, c'est lorsqu'on clique que ça effectue l'action incrémentation. Donc on va dire on clique ici. On va mettre incrémentation. Incrémentation. Je pense que j'ai écrit grand N ici. On va effacer. On va mettre petit n. On va faire la même chose, mais l'autre sera décrémentation. On va le coller ici. Et c'est décrémentation et non incrémentation. Maintenant, on va créer les deux fonctions. Les fonctions, bien sûr, se trouvent à l'intérieur de notre fonction qu'on exporte, c'est-à-dire à l'intérieur de notre réducteur. On crée nos deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction incrémentation. Oh, désolé. La fonction incrémentation. Fonction incrémentation. Ok. Ici, on va copier et on va créer la fonction. On va créer la fonction décrémentation. On copie. On crée la fonction décrémentation. Là, on va effacer. On crée notre décrémentation. Ok. Ici, on va mettre notre dispatch nombre. Comme je vous ai dit, le dispatch nombre aussi prend en paramètre des données. Il prend en paramètre non seulement la valeur de nombre qui sera modifiée. Et le deuxième paramètre, c'est le type. C'est-à-dire, comme on a incrémentation et décrémentation qui dépendent de ce use reducer, le type sera pour déterminer dans le switch case lequel sera utilisé en fonction du clic qui sera effectué sur le bouton. Donc, ici, on va mettre notre dispatch nombre. On va mettre notre dispatch nombre. Le dispatch nombre, ici, il prend deux paramètres. Comme j'ai dit là, le premier paramètre, c'est le paramètre qui modifie le nombre aussi. Donc,
lorsqu'on clique, on va donner notre... On va créer une variable qu'on va appeler nombre. Ou bien on peut tout simplement pas effectuer les modifications ici. On va donner nom. On va donner nom. On va appeler ça. J'ai donné nombre. Donc je vais dire nombre modif. Ici on va lui donner quoi? On va lui donner le nombre, c'est-à-dire le nombre point custom nombre. On va lui donner nombre point custom nombre. Ok. Ici, il m'affiche l'erreur. On n'a pas mis ça dans les accolades. Il se trouve dans les accolades. Ok. Puis, le deuxième paramètre, c'est le type. On va donner le type ici. Ici, on va mettre incrémenté. On va dire c'est de type incrémenté. Donc, il prend la valeur. Ici, il prend la valeur de custom nombre. Custom nombre, c'est 0. Il récupère sa valeur. Donc, voici les deux paramètres qu'il prend. Il prend la valeur. Nombre motif, c'est la variable qu'on déclare pour prendre la donnée qui est dans nombre. Et pour récupérer la donnée 0, on fait nombre.custom nombre pour avoir ce 0. Ou bien la valeur qui sera mise à jour. Le type ci maintenant, c'est en fonction des différentes, ça prend en compte les différentes fonctions qui seront considérées et pouvoir déterminer la fonction qui va passer lorsqu'on va utiliser dans le switch case. Donc du coup, on va faire la même chose ici, on copie et on vient coller ici. Ici, on va modifier, là, on va mettre plutôt décrémenter. On va mettre décrémenter. Maintenant, lorsqu'on a ceci, comme je vous ai dit, ce dispatch nom, il est comme pointeur pour venir indiquer en réalité cette fonction-ci. Et c'est dans cette fonction. Et cette fonction-ci, il prend deux paramètres. Comme j'ai mis nombre fonction, vous pouvez mettre votre fonction qui vous plaît. Donc moi j'ai mis nombre fonction, vous pouvez mettre votre fonction. Et il prend en compte deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'état actuel de ce tableau, c'est-à-dire l'état actuel de la valeur nombre. Vous allez mieux comprendre lorsque je vais arriver à ce point. Et le deuxième paramètre, c'est l'action. Lorsque je parle de l'action, c'est le type. C'est ceci que je parle. L'état, en fait, le premier paramètre qui est l'état, ça représente en fait la valeur mise à jour de nombre modif. Donc ici, il prend en compte deux paramètres. Moi, je vais dire état et action. À l'intérieur, on va utiliser le switch case, comme je vous ai dit. On va utiliser le switch case. Le switch case ici, il va prendre en compte, comme je vous ai dit, l'action-ci, c'est pour le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est le type. Donc, pour pouvoir décider lequel va passer lorsqu'on va effectuer le clic, on va mettre ici action.type. Action.type, ça sera lequel est effectué lorsqu'on va venir effectuer le clic sur le bouton. Donc sur action.type, on va venir ici, on va mettre incrémenter pour dire lequel est cliqué. Ici on va mettre incrémenter. On va copier ceci. Si c'est de type incrémenté, qu'est-ce qui se passe? On veut effectuer cette fonction, on veut effectuer ce retour. On va mettre return ici. On ouvre les accolades. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la valeur de nombre fonction, excusez-moi, de custom nombre, soit modifiée. On veut que la valeur de custom nombre soit modifiée. Qu'est-ce qu'on fait alors? On peut utiliser soit l'état, soit l'action. Et il faut savoir que si on utilise action, qu'est-ce qui sera modifié? C'est le nombre custom nombre qui sera modifié. Donc du coup, si c'est le nombre custom nombre qui est modifié,
On va utiliser les deux cas pour que vous compreniez mieux. Je vais utiliser pour d'abord une action. Si j'utilise action, ce que je vais récupérer en fait, c'est le nombre custom nom que je récupère, que je copie et je mets ici. Je colle. Je vais faire plus 1. Vu que c'est l'incrémentation qu'on effectue, on va actualiser et voir le résultat. On nous dit ici que custom nombre n'est pas défini. Ok, custom nombre n'est pas défini. On va le copier. C'est ceci. On vient mettre ceci. On va voir le rendu. Ok, c'est tout à fait normal. En fait, ici, on a mis notre custom nombre sur décrémenté. Mais on n'a pas géré en fait ce custom nombre. Donc ici, on a nombre plus un custom nombre. Ici, c'est un nombre modif. Excusez-moi, ce n'est pas custom nombre, ce n'est pas ceci qu'on doit mettre. Excusez, ce n'est pas ceci. C'est plutôt nombre modif. On va mettre ici. On va coller. Maintenant, si on vient actualiser, on clique, on voit qu'il en manque pour incrémentation. On voit qu'il en manque, c'est tout à fait normal. La raison pourquoi ce n'était pas custom nombre, c'est parce que ce n'était pas nombre.custom nombre, c'est parce qu'en fait, le dispatch nombre envoie ce paramètre. Et ce paramètre, qu'est-ce qui sont les paramètres donnés? C'est nombre, motif et type. Et ce n'est pas nombre.custom nombre. C'est pour ça qu'en mettant nombre.custom nombre, on avait que le custom nombre est vide. Si je remets ici, on va enlever nombre, on va faire ici. On va coller. On observait que on avait une erreur lorsqu'on actualisait et on venait nous dire que c'était undefined. C'est tout à fait normal. Donc là maintenant, lorsque je fais ceci, on observe que si on incrémente, il fonctionne à merveille. On va faire la même chose pour la décrémentation. On va venir mettre le cas. On va mettre le cas si c'est décrémentation. Le cas de décrémentation. On va retourner custom nombre. Mais ici, je vais utiliser action. Pardon, état, pour que vous voyez la différence. Si j'utilise état, le état, si je vous ai dit qu'il récupère en question le nombre, il récupère en question la variable nombre, il ne récupère plus en question voilà, comme je disais, l'état, il récupère la variable nombre. Pareil pour action. Action récupère aussi la variable nombre. Mais la différence, c'est que après le nombre qu'il récupère, en utilisant action, il récupère, on doit utiliser le paramètre qu'on a mis dans notre accolade. Pourtant, lorsqu'on utilise état, ce n'est pas ce paramètre qu'on récupère. C'est plutôt directement le custom nombre qu'on récupère et qu'on vient mettre à ce niveau. Et lorsque c'est une décrémentation, on met moins 1. Maintenant, si on revient sur notre navigateur, on actualise, lorsqu'on augmente, on voit qu'il s'incrémente. Et lorsque ici, il nous dit que custom nombre n'est pas défini. On va regarder pourquoi. Ici, on a état. OK. Ici, on a état. État. Là, on va mettre nombre. Ici, il nous dit qu'il y a problème au niveau de custom nombre. Au niveau de custom nombre. Donc, à ce niveau, on va effacer. On va mettre return null. Ici, on va essayer de voir s'il récupère même déjà l'information. Donc là, on va mettre un console.log.
On va dire état. État.custom nom. Pour voir même s'il récupère ceci. Pour voir s'il récupère quelque chose. On va actualiser. On va essayer de venir dans notre inspect. Dans le console, on voit en fait que il ne occupait rien. Ok. Il n'occupait pas de données, qui est un peu gênant. On va alors directement mettre ici action. Et là, on va mettre nombre modif. On va faire la même chose ici. On va copier ceci. On va plutôt mettre ceci. On va voir le rendu. Lorsqu'on clique là, il y a un problème. Donc, du coup, le problème n'était pas de là-bas. Donc, le problème n'est pas d'ici. Le problème est sur décrémentation. Ah, d'accord, d'accord. Je vois le problème. On va remettre comme c'était. On va laisser état custom. Le problème, c'est ici. Là, on a de type décrémenté. En fait, décrémentation, il ne prouve pas ça. Vu que dans nos deux types, c'est décrémenté et incrémenté qu'on a donné. Mais là, on a mis décrémentation. C'est pour ça qu'il nous affiche une erreur. Là, on va mettre notre décrémenté. Décrémenté. Donc là, si on actualise et on diminue, il nous donne une valeur, mais il ne nous donne pas le résultat. Là, il nous donne none. On va essayer de voir pourquoi. Ah, désolé, excusez-moi. Ici, ce n'est pas nom, c'est custom nom. Si c'est custom nom, on va coller. Je pense que là, maintenant, c'est bon. Si on diminue, il diminue. Et si on augmente, il augmente. Pareil sur notre console. C'était un peu un exemple pour mieux appréhender les use reducers. Maintenant, ici, on a vu comment on peut utiliser état et action pour pouvoir obtenir le résultat de custom nombre. Avec action, il faut savoir que l'action, s'il récupère la variable nombre et le nombre modifié, en fait, c'est le paramètre qu'on a mis dans le dispatch nombre. Mais lorsqu'on utilise état, état aussi c'est le nombre, mais après le point, ce n'est pas le paramètre qui se trouve à l'intérieur de dispatch nombre, mais c'est plutôt le paramètre qui se trouve à l'intérieur de use reducer, qui est ici. Donc c'est ce deuxième paramètre ici. Le voici ici. Vous avez vu comment on peut utiliser état et action pour pouvoir avoir le rendu. Là maintenant, on va revenir sur notre projet. Et on va éviter, en utilisant le useState qu'on avait déclaré 5 fois. On va juste utiliser deux use reducer pour faire cela. Et pour avoir le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va mettre en commentaire. Lorsqu'on est dans app.js, je pense bien. À ce niveau, on va mettre notre reducer en commentaire. Vu qu'on a fini avec l'exemple, on va venir sur notre code. Sur notre code, on va désactiver. Ici, on va revenir sur notre inscription.js. Et dans notre inscription.js, on va mettre ceci en comment. On va créer en dessous, on va importer un use reducer. Le useState, non, le useState, on va laisser. Le use reducer, par contre, on va l'utiliser pour notre password et pour notre input type password et input type email. On va le copier. On va venir créer deux use reducer. Le premier use reducer, ce sera pour le email et le deuxième sera pour le mot de passe. Donc on va tout simplement venir recopier ces mêmes informations. Je n'ai pas envie d'échanger. Je vais utiliser ce qu'on a déjà utilisé. Ici, je vais coller. On va dire use reducer. À l'intérieur, il prend deux paramètres qu'on a déjà vu dans l'exemple. Le premier paramètre, c'est la fonction. Et le deuxième paramètre, c'est l'objet ou du moins les données de email.
dans notre fonction, on va l'appeler, comment va-t-on l'appeler? On va appeler ça, on va appeler ça modif email. Le deuxième, on va créer les accolades. L'accolade, si, il sera pour deux informations. Il sera non seulement pour le email et aussi pour le validité email. Dans la première information ici, ça sera pour l'email. On va dire données email. Au départ, ça sera le vide. Puis la deuxième information, ça sera validité email. Donc, le deuxième sera validité email. Et la validité email ici. Maintenant, ce qu'on veut, on ne veut plus que lorsque on va actualiser, même ça affiche l'erreur, c'est pas grave. On n'a pas terminé le code. On va encore actualiser. Je veux juste voir. Bon, bref, ça n'affiche pas. Je vais expliquer comme ça. On veut que lorsque on va terminer, on ne veut plus que lorsqu'on est en train d'écrire, ça nous affiche si c'est bon ou bien si c'est pas bon. On veut que lorsqu'on sort, on clique en utilisant le on blur, lorsqu'on a déjà vu, ça nous affiche si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Donc ici, je vais donner une donnée de undefined. Ici, on va donner undefined. Et on va aussi utiliser undefined lorsqu'on fera à l'intérieur de notre email valid ou bien password valid. On va donner undefined. C'est plutôt lorsqu'on sera en train de terminer le unblur que c'est là où on va donner la condition, soit le include, si ça possède le include ou bien si c'est supérieur à 7 caractères. Donc ici, on va mettre tout simplement undefined. Ceci, on met en commentaire et on met aussi validité email en commentaire. Il ne nous sert plus, les deux ne nous servent plus. Donc maintenant, on va utiliser cette fonction. On va le créer avant avant la fonction qui est exportée. Donc ici, on va dire fonction, on vient coller. Qu'est-ce que on va mettre notre fonction et on vient coller. Ok. On va faire la même chose pour le mot de passe. On va créer un deuxième. On va mettre lettre. On va copier ces informations-ci. Je vous ai dit que je n'ai pas envie de changer. Là, on va coller. On va venir copier ceci. On va changer le données email par données MDP. Et le deuxième, on va mettre validité MDP. Ok. Ceci, on met en commentaire. Pareil pour ceci, on met en commentaire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par gérer. On va laisser d'abord le mot de passe. On va actualiser ceci et ceci. On va mettre ceci en commentaire. On va d'abord gérer notre email, puis après on va gérer le mot de passe. Donc maintenant, là où il y a, on va commencer d'abord par ici loin en bas. Là où il y a validité email, changez cela et vous mettez cette information. Email.validité email. Donc ici on va mettre plutôt iml.validité email. On va faire la même chose ici. iml.validité email. Et si ça sera plus ce code, on va mettre ceci en commentaire. On va plutôt venir utiliser le dispatch ici. Il est où? Ok. On a donné ça comme update email. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va le copier. On va venir mettre ça. Ouais, là où on a mis en commentaire. On a mis en commentaire. Ok, ici. On va venir mettre ici. Notre dispatch. Il prend deux paramètres.
Ceci, je vais d'abord venir gérer ça un peu après. Là, je vais changer, je vais mettre dispatch pour ne pas nous embrouiller. Là, je vais mettre dispatch. On va mettre dispatch. On va copier. Puis on va venir changer là où on a mis update email. On vient mettre dispatch et on laisse quand même en commentaire. On vient plutôt là où il y a email info. C'est ici où on va faire d'abord notre première partie du code. On met ceci en commentaire. On vient coller notre dispatch email. Et on a vu qu'il prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre qui récupère la valeur de données email. Actuellement, il est vide. Donc, ici à l'intérieur, il est où? Email. Ok, ici à l'intérieur, on va venir mettre notre event. On va mettre notre accolade. Et on donne, c'est à ce. On va déclarer une variable. Notre variable là-bas s'appelle email. Ici, on va dire, je sais pas, on va donner val tout simplement. Val email. Val email. Ici, on va donner event.target.value. Et le deuxième paramètre, c'est le type. Ici, on va dire, c'est de type. Ici, le email info, s'il se trouve où? Il se trouve dans le onChange, non? Donc, ici, on va venir dire on va tout simplement dire onChange, tout simplement. On ne se prend pas la tête. On va écrire onChange. Ok, on va dire onChange ici. On va dire onChange email pour ne pas s'embrouiller. onChange email. onChange email. Ok. On va venir sur notre fonction qu'on a créée ici en haut. On va mettre notre état et notre action. Ici, on va venir mettre notre switch. Maintenant, on va venir là où on avait laissé un commentaire. Ici, il prend aussi deux variables. On va venir copier ceci. On va venir mettre ça ici à l'intérieur. Et on va décommenter. Ici, on ne va pas dire on change, ce sera on blur. On blur email. Vu que le is email valide, il appartient à onBlur. Ici, is email valide, il appartient à onBlur. Dans la bas on a mis onBlur valide pour ne pas s'embrouiller. Donc au niveau du switch, ici, on va mettre, il est de quel type? Il est de, les deux sont de type type. Donc on va mettre action.type. Ici, si c'est le cas où le type c'est onChange email, on va mettre le cas où c'est onChange email. Ici, on va mettre un return. On va d'abord laisser null comme ça d'abord. Puis on va faire un deuxième case. Si c'est le case où c'est onBlur email. Si c'est le cas, si c'est onBlur email, on va venir mettre ceci. Puis on va aussi faire un return. Return null. Puis on va mettre le cas si c'est default. Si c'est default, on retourne tout simplement on retourne tout simplement notre donnée ici. Il est où? Le email point validité email. On retourne tout simplement ceci. Ah, il faut mettre ça dans les accolades.
ici, ça prend, là c'est, si je veux pas validité email, donc ici c'est état. Donc ici c'est état. Donc là, la donnée c'est validité email, comme on met ici. Ok. Là maintenant, on va changer les informations et mettre les vraies informations. Au niveau d'un change email, qu'est-ce qui se passe? On revient sur notre... il est où? On revient ici. Là, ça ne sera pas event.target comme on met, mais ça sera plutôt l'information qui est email.validité email. C'est l'information qui est ici. On va revenir sur... Parce que le premier, c'est pour le on-change email. Pour le on-change email, on va regarder ce groupe à quel niveau. Ça, c'est pour le... Voici pour le on-change email. On avait vu qu'il y avait update event.target_value qui récupérait. Et on avait ceci et ceci. Donc ici, c'est quoi on a pour le bouton. Donc voilà l'information qui nous intéresse. Et on veut que quoi? Lorsqu'on est sur le on-change email, le bouton ne s'active pas, ou du moins la donnée si validité email reste toujours undefined. C'est lorsque le on-blur va se produire que la validité email sera defined. Donc, on va tout simplement copier. Je vais simplement copier ceci. Non, je ne vais pas copier, je vais écrire. Donc ici, on va retourner un accolade. Ici, on va retourner notre validité email. Bien, est-ce que c'est d'abord validité email? Attendez un peu. Là, il va donner plutôt données email. On va copier ceci. On va venir mettre ceci. Là, on a état plus données email plutôt. C'est pas validité. Données email, ok. Ici, on veut modifier la valeur de données email lorsque on écrit du texte. Donc ici, on va donner données email. On lui donne quoi? On lui donne, on a déjà vu dans l'exemple, on peut donner état ou action. Mais là, je vais plutôt donner d'abord action. C'est l'autre que je vais donner état. Donc ici, ça sera action point. Maintenant, la prochaine valeur, on va venir dans email info. Et ici, on avait donné des informations. On a déclaré val email comme cela. Donc, on va copier val email. On va mettre ça ici. On va coller. Et la deuxième information, c'est notre validité email. Validité email. Dans validité email, on va toujours laisser ça undefined. Pour que même si on est en train d'écrire du texte et c'est valide, ça garde toujours le bouton rouge. Ça garde toujours le bouton rouge à ce niveau que vous êtes en train de voir. C'est juste lorsqu'on va faire on blur qui va changer. Donc maintenant, ici on nous dit qu'il y a une erreur parce qu'on n'a pas fini avec le email.include. On n'a pas fini. Email.include, attendez un peu. Email.include is not a function. Localhost email.include. J'ai dû laisser ça quelque part. Donner action.val email. Ah, ici. C'est ici en fait. Ne vous inquiétez pas, on va mettre d'abord ceci en commentaire. On va revenir sur ça après. Lorsqu'on va gérer le bouton, on va mettre ceci en commentaire. On va mettre ceci aussi en commentaire. Puis on va descendre loin en bas. On va copier ceci. On copie. On copie et on colle. On met le premier en commentaire. On met le premier en commentaire. Le deuxième, on va enlever le bouton. On va mettre tout simplement disable. Vu que pour l'instant, je ne gère pas trop cela. C'est le password qui m'intéresse. C'est l'email qui m'intéresse. Mais parce que là, il n'y aura plus d'erreur. Et si on écrit du texte, comme je suis en train de dire, on ne veut pas. C'est normal qu'il m'affiche parce qu'il n'est pas encore géré le blur. On ne veut pas que lorsqu'on écrit du texte, il modifie. On veut toujours qu'il garde l'email incorrect. Vous voyez un peu. C'est lorsqu'il va sortir
et cliquer ailleurs, que ça va nous afficher l'email est correct. Donc ici, on va monter. On va revenir sur notre switch case. C'est ici que tout va se passer. Là, on va changer. On va mettre toujours données email. Le données email sera action. Action.val. Action.val. Venons voir un peu dans email is valid. On a donné email.valid, email. Ok, ici c'est bon. Ici c'est bon. Il va occuper le val email. Maintenant, le deuxième paramètre, on va faire une condition. On va dire validité email. Maintenant, là, on va plus donner undefined. On va vérifier si données email respecte ce qu'on a envie. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va dire action.val email.includes. Et ici, on va voir s'il a le @gmail.com. On va vérifier s'il a le @gmail.com. Maintenant, réactualiser et relançons. Si on met sexist@gmail.com et on clique, ici on me dit cannot read includes undefined. Ah, c'est include, je pense bien. Il n'y a pas un S là-bas à la fin. On va vérifier. On clique. On me dit cannot read properties of undefined include. On va essayer de voir pourquoi ça dit cela. Ici, c'était include avec S. Excusez-moi. Ici, c'est include avec S. Le validité email ici. Validité email ici. On va essayer de voir même si ça récupère quelque chose. Donc, je vais venir à l'intérieur de is email valid ici. Je vais faire un console.log pour voir même si on récupère quelque chose. Donc là, on va donner notre email, validité email. Ah, je sais pourquoi ça fait cela. Ce n'est pas email validité email. En fait, c'est données email. C'est données email ici. C'est pour ça qu'on a cette erreur. Donc ceci, le console.log, je vais enlever. Là, c'est pas validité email. C'est données email. Pour pouvoir récupérer les informations de la donnée. Donc là, je pense que maintenant, ça va m'afficher l'erreur. On va remettre l'email, on clique. On voit que lorsque l'email est correct, il m'affiche email valide. Maintenant, on va essayer de changer. Vous voyez que il n'est pas bon. Malgré que je vais terminer d'écrire, il va toujours rester comme il se doit. Vous voyez un peu. Vous voyez, il reste toujours email incorrect. Lorsque je vais cliquer pour descendre, sachant que le @gmail.com c'est la condition qu'on veut et ça respecte exactement. Donc là, il va changer de email incorrect à email valide. Et c'est exactement ce qu'on a à ce niveau ici, le email valide. Donc on a terminé avec pour l'email. On va maintenant faire pour le password. Donc déjà pour un premier temps, on va décommenter ceci. Moi, j'ai pas envie de trop perdre de temps. Je vais copier ceci, coller et changer certaines informations. Donc copier, on colle. À la place de mettre modif email, on va mettre plutôt modif MDP. Modif MDP. Ici, au lieu de mettre email, on met MDP. On change juste ces informations, on modifie. Là, on va mettre MDP. MDP. Ici, on met aussi MDP. MDP. Là, ça ne sera pas on change mot de passe, mais on change password. Ça ne sera pas email, mais password. Pareil pour là. Ce sera password. Ok. Je pense que ici, on a modifié la fonction modif truc ne s'affiche pas. Vu que ici, on n'a pas mis
modif MDP. Ok, quand même modif MDP, il va changer. Là, ce n'est pas donné EML, mais c'est donné MDP. Pareil ici. Données MDP. Pareil là. Validité MDP. Il faut changer tout cela. Mais là, lorsqu'on a envie de gérer avec la condition du mot de passe, pour le mot de passe, ce n'est pas @gmail.com, mais c'est la validité si c'est supérieur à 7 caractères. Donc ici, on va d'abord changer le IML et on va mettre MDP. Ici, on va mettre MDP. Là, ce n'est pas include. Rappelez-vous, c'est le trim.length qui est supérieur à 6 caractères. Là, il nous affiche une erreur parce qu'il y a ceci. Ok, là, c'est le trim.length supérieur à 6 caractères pour le mot de passe. Donc, ceci, on va mettre ça en commentaire. Et aussi validité, ceci, on va mettre ça en commentaire. Ok. Et tous les endroits en bas, on va mettre ceci en commentaire. Validité, on va mettre ceci en commentaire. On va copier ceci. On va venir coller ceci. Et changer juste les informations. Ici, ce n'est pas validité IML, mais c'est validité MDP. Et ici, ce n'est pas email, mais c'est password. C'est password. Pareil pour là. On met ceci en commentaire. On vient copier ceci. Ah, excusez, ici, je n'ai pas terminé d'écrire password. Ok. On vient copier ceci. On vient coller ici. Ici, ce n'est pas email, mais c'est password. Et là, ce n'est pas email, c'est MDP. Et là aussi, c'est MDP. Puis là, c'est MDP. Point. Pareil pour ici. MDP. Point. Ok. Je crois qu'on a terminé avec le mot de passe. Lorsqu'on revient, on va actualiser. Ok. Si on vient sur le mot de passe, on met 6 caractères. Avant 6, on met 6. Vu qu'on veut plus de 6, vous voyez qu'il reste inférieur à 6. Mais lorsqu'on va mettre 7, plus de 6, il garde toujours inférieur. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de monter sur notre useState. On va essayer de voir pourquoi il fait cela. On va essayer d'abord d'envoyer ici en bas. Ah, ok. Ici, c'est pas email, c'est MDP. Ok, c'est pour ça qu'on avait ce petit souci. On va réactualiser et refaire. On va mettre avant 6 caractères. On nous voit c'est inférieur. On met plus de 6 caractères. Il ne nous affiche toujours pas. Il ne nous affiche toujours pas. On va essayer de voir dans la console pourquoi c'est le cas. On va revenir sur notre fonction modif MDP. Ici on a le switch on change password. On va copier. On va venir mettre, le voici ici. Il est dans password. Ah d'accord, là c'est dispatch email. Pourtant, ce qu'on a là-bas c'est dispatch. On n'a même pas mis. On va copier ceci. Ce n'est pas dispatch email, mais dispatch password. Dispatch password. On va copier. Venir changer. Ici on a ceci, on met en commentaire, il ne nous sert à rien. On va venir changer ici. Mettre notre dispatch password. Pareil pour ici.
On va mettre dispatch password. Puis, ce qu'on va faire, on va essayer de revoir. On va essayer de mettre avant 6 caractères. On voit qu'il ne donne pas. Et lorsqu'on met plus de 6 caractères, il fonctionne à merveille. Dans notre password et notre email, les deux fonctionnent. On peut voir que les deux fonctionnent à merveille. Maintenant, on va venir gérer notre soumet qui ne fonctionne pas. On va venir décommenter là où on avait mis sur notre use effect. Il y avait un use effect qu'on a mis en commentaire. On va décommenter cela. On décommande notre use effect. Si on décommande notre use effect, on décommande ici aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le use effect. On va modifier, il y a les informations à modifier. Ici, ce n'est pas... attendez un peu. Ici, ce n'est pas email.include, mais c'est email.données. On va copier notre donnée. On va venir mettre ceci, on colle, et on met notre point. Pareil pour ici. Ici, c'est données MDP. On vient coller ça ici. Ok. Le bouton, on vient supprimer ce qu'on a fait d'abord ici. C'est la deuxième partie. On décommente ce qu'on a mis en commentaire ici. Puis ici, on vient observer notre bouton. Et on revient sur notre projet. On va essayer d'écrire notre mot de passe et notre soumettre. On voit que on dit ici que MDP données trim is not ok. On a oublié de mettre le point. On a oublié de mettre le point sur notre où est notre fonction. Ok. On a oublié de mettre le point ici. Mais il y a un point quelque part ici. MDP données N. Il n'y a plus un deuxième MDP. On va effacer ceci. On va mettre le point. Oui, ici c'est données MDP. MDP, données MDP. Maintenant, on va faire données MDP. Le données MDP. On va venir à ce niveau. On va actualiser. Au niveau de l'actualisation, on va mettre nos deux informations. On met notre code. On clique. On voit qu'il est supérieur à 6 et l'autre nous donne aussi @gmail.com. Et lorsqu'on clique, tout fonctionne à merveille. Mais juste que ce sont les fausses informations. C'est pour ça que ça revient sur notre password ou email incorrect. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre notre César. On clique dessus et on met notre vrai mot de passe. On va venir sur app.js et sur app.js, on va copier le 132 ici. 132 Werto. On vient mettre ça dedans. On clique à l'extérieur, on voit, on peut soumettre. Et quand on soumet, on voit ici, on nous dit password ou email incorrect. Attendez un peu. 132 Werto. Ici, on nous dit, on va actualiser encore. Ici, on va copier le César @gmail.com. On va coller, on va venir écrire notre mot de passe. On soumet. J'ai dû modifier une certaine chose. Si ça refuse, ça veut dire en fait que l'information de la comparaison ici n'est pas bonne. Ah d'accord. Il ne récupère pas l'information parce que en fait ici, sur la donnée qu'on envoie, en fait le email ici n'existe pas. Donc ce n'est pas email, c'est email.données email. Et ici c'est la même chose, c'est mdp.données mdp. Ok. Là, il va récupérer maintenant les informations qui sont là. On va réactualiser.
Ici, on va mettre césar@gmail.com et ici, on va mettre notre 132 recto. On va cliquer dehors, on soumet le formulaire. On voit bien qu'il fonctionne à merveille. On voit bien qu'il fonctionne à merveille. On pouvait bien récupérer aussi l'email, on affiche ici, mais bon. On a fait le tour sur les set time out, clear time out et aussi sur le use reducer qu'on a fait un exemple pour comprendre réellement ce qui est le use reducer. Et on a créé maintenant, et on a effectué, on a utilisé le use reducer pour créer notre projet avec. C'était tout pour cette notion et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker puis de partager. Sur ce, bonne journée.